Chers internautes de Seneweb.com, Seneweb TV et Seneweb Radio, merci d'être avec nous. Comme précédemment annoncé, nous recevons aujourd'hui en édition spéciale le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Seneweb. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Mamadou Talla, un rapide survol de votre parcours indique clairement que l'éducation nationale, la formation professionnelle ou encore l'enseignement technique constituent votre tasse de thé. Vous êtes né en 1961 à Matam, où après des études primaires, vous décrochez le CFP et cap sur Matam, la région de Matam, où vous empochez votre diplôme de fin d'études moyennes. Nanti de votre éducation de Foutanké, vous débarquez chez votre oncle à Dakar. Vous êtes inscrit en seconde au lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye, où vous obtenez votre diplôme de baccalauréat en série E en 1963. À la même année, vous êtes admis au concours d'entrée à l'École nationale supérieure d'enseignement professionnel technique, où vous êtes sorti avec votre CAESTP. Ainsi débute une longue carrière dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. À votre sortie à l'école, vous êtes affecté comme professeur d'électrotechnique au lycée Cheikh Ahmadou Bamba de Diourbel, dans la capitale du Bawal. Vous êtes enseignant en génie électronique pendant 3 ans avant de poursuivre vos études en France. Justement, à Paris, vous passez votre DEA en énergétique en 1994. Vous intégrez ensuite l'Académie de Versailles tout en donnant des cours au lycée technique de cette localité. Après votre DES à l'École des arts et métiers de Paris en génie électrique automatique et info industriel. Et vous encadrez en même temps des étudiants en sciences et techniques industrielles. Vous intervenez en initiation en sciences de l'ingénieur. Vous participez également à la réforme de la formation dans les ZIFLINE. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ou pas. Donc, c'est entre autres quelques passages clés de votre parcours, si vous avez quelque chose à y rajouter. Merci beaucoup. C'est une description, disons, réduite. Et je comprends, on ne peut pas tout dire dans une brève présentation. Préciser tout simplement que le baccalauréat, je suis né en 1961, j'ai eu le baccalauréat en 1983 et non 63. Voilà, je crois que c'est cette petite précision qu'il faut faire. Le reste, il y a d'autres parties de ma vie qu'on ne peut pas le mettre là-dedans, la vie associative et d'autres... La vie politique aussi. La vie politique également, l'accompagnement des Sénégalais de l'extérieur, là où j'étais dans la diaspora. Vous me permettrez de saluer toute, en tout cas la diaspora, qu'elle soit de France, d'Italie, d'Espagne et de Portugal, où j'ai quand même vécu assez longtemps. La première question, nous nous acheminons progressivement vers la rentrée prochaine, l'ouverture des classes qui est prévue jeudi prochain. À cette ouverture prochaine, il y aura 4 millions d'élèves, un chiffre bien plus élevé que les 550 000 candidats prévus. Quel est le protocole sanitaire prévu cette année? Voilà, vous me permettrez d'abord, avant de venir sur le protocole sanitaire, de saluer tous ceux qui nous écoutent à travers donc Seneweb, que ce soit au Sénégal ou partout dans le monde, et saluer également toute la communauté éducative. Quand on parle de reprise ou bien de rentrée, c'est parce que tout simplement l'année dernière également nous avions eu à avoir d'excellents résultats et nous avions fait une équipe très dynamique qui a suivi donc tous les jours pour que les enseignements puissent reprendre, que ce soit dans nos écoles, que ce soit également à la maison avec Apprendre à la maison. Et dire que nous avions eu la chance, en tout cas en respectant le protocole sanitaire, que l'école sénégalaise n'a pas été source de propagation. Parce que quand on reprenait, c'était au moment où la pandémie était assez élevée, en tout cas au niveau du pays, et ce protocole qui avait été validé a été respecté partout, dans les villes, dans les villages, dans les hameaux, ça a été respecté et effectivement, nous n'avions pas vu en tout cas beaucoup de cas qui se sont développés à partir de l'école. C'est tout à l'honneur de ces enseignants, de ces directeurs, de toute l'équipe éducative qui a y accompagné. Présentement, vous avez raison, nous sommes à la reprise qui démarre donc pour tous les élèves. Cette fois-ci, le 12, c'est à peu près 44 millions d'élèves, donc le quart pratiquement de la population sénégalaise qui va démarrer. Et alors, il a fallu réviser également le protocole.
Parce qu'un protocole sanitaire est dynamique en fonction donc des réalités. Ce protocole qui a été présenté et validé par notre comité national intègre en tout cas la réalité d'aujourd'hui. Il a été allégé par rapport au protocole qu'on avait au mois de juin. Mais c'est dire qu'il va être respecté. Il faut donc, à l'instant où on parle, la connaissance de la maladie nous permet de dire que ce qui est important, c'est les deux mesures barrières, le masque et également l'eau et le savon. La distanciation physique sera-t-elle respectée? Elle va être respectée parce que quand on démarrait, il fallait limiter le nombre d'élèves dans la classe à 20. Et cette fois-ci, cette restriction, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas et ça s'explique. Je crois que si le comité l'a validé, c'est parce que, comme vous le savez, au niveau du transport, au niveau de certains établissements, au niveau de certains lieux publics, il y a eu un allègement. Et de la même manière, au niveau de nos écoles, nous sommes limités simplement à avoir des classes aérées et avoir cette fois-ci, au lieu d'un élève par table, avec position zigzag, maintenant ils seront 2 par table et c'est ce qui a été retenu dans le protocole. Nous allons le respecter. 2 par table, peut-être qu'à Dakar, ça sera aisé, mais à l'intérieur du pays, est-ce que ça sera évident? Je me fonde sur le message d'un professionnel de la santé au niveau de Dagana, à l'issue d'un CDD auquel il avait pris part. La question était, avec le manque criant de table-banc, les élèves avec un nombre pléthorique, où s'asseoir parfois à 3 est un luxe. Est-ce que dans ces zones du pays, à Dagana et dans d'autres localités du pays, il sera possible de respecter ce protocole avec 2 élèves par table? Alors ce que vous dites confirme effectivement notre stratégie de faire tout pour qu'au niveau national, dans chaque département, dans chaque région, que ces comités essaient de voir les réalités pour trouver des solutions. Et effectivement, que ce soit à Dagana ou ailleurs, nous ne sommes pas dans les mêmes réalités qu'à Dakar. C'est en ce sens d'ailleurs que ces comités installés au niveau départemental et au niveau régional essaient toujours de trouver des solutions. Il est arrivé d'ailleurs dans la première reprise où il fallait réunir beaucoup d'élèves en philosophie, de prendre des salles à l'intérieur donc de ces localités beaucoup plus grandes comme des amphis. Et là également, des solutions vont être trouvées. C'est le rôle, en tout cas, et la mission des inspecteurs d'académie, du gouverneur et au niveau départemental des préfets, pour qu'on regarde partout, dans ces localités, comment faire pour que les élèves puissent avoir, en tout cas, accès en ayant des salles vraiment ouvertes et en respectant cette distance. Je rappelle aussi que l'élève, avant de venir à l'école, avant de venir dans sa classe, il a quand même pris les moyens de transport. Il est également chez lui. Donc déjà, tous les Sénégalais sont préparés par rapport à cette distanciation. Et notre école d'ailleurs a été un des facteurs qui a beaucoup influencé dans le domaine de la communication pour expliquer. Donc nos élèves sont préparés, les enseignants sont préparés. Mais toujours est-il que, en dehors de la Covid, nous avons un déficit en table-banc immense qu'on est en train de résorber depuis l'année dernière. Vous avez raison, il y a dans des conditions extrêmement difficiles. Je regardais également dans la sous-région, dans certains pays, où vous pouvez avoir jusqu'à plus de 260 élèves. Nous avons vu les photos. C'est immense. Des élèves qui sont dehors par la fenêtre, qui regardent. Donc ceci interpelle en tout cas toute l'Afrique et le Sénégal. Nous sommes en tout cas dans cette dynamique depuis très longtemps. L'année dernière, c'est 1,4 milliard qu'on a mis dans les tableaux-bancs. Cette année encore, on continue jusqu'à ce qu'on puisse arriver à résorber ces tableaux-bancs. Nous savons aussi que la pandémie de Covid-19 a mis à nu les manquements de l'école sénégalaise, tels que les problèmes liés à l'accès à l'eau et aux toilettes. Concrètement, qu'est-ce qui a été fait pendant les vacances? On part toujours de l'existant, de ce qui a été fait. L'année dernière, quand il a fallu reprendre, on nous posait cette question en disant que mais, toutes les écoles n'ont pas de points d'eau ou n'ont pas de robinet. Mais ces équipes installées au niveau local ont réussi partout soit à installer des robinets, soit à amener des points d'eau pour que les élèves puissent avoir du savon et de l'eau. Et cette fois-ci encore, beaucoup a été résorbé. Il y a des postes où ça ne reste pas encore, mais les collectivités territoriales, le comité qui gère aussi l'école, les préfets et autres vont tout faire pour qu'il y ait de l'eau tous les jours, des points d'eau dans ces écoles. Je rappelle qu'il y a des villages où ce sont même les parents qui amènent de l'eau là où il n'y a pas encore de robinet. Et ce système va encore continuer, mais de toutes les façons, dans le protocole, il faut qu'il y ait de l'eau dans les écoles pour que les élèves puissent se laver les mains. Le problème de l'eau réglé, mais que dites-vous à ces enseignants-là qui auront en face d'eux des élèves avec un nombre pléthorique, qu'ils se débrouillent avec les élèves, que la distanciation physique dans ce cas ne soit pas respectée? Qu'est-ce que vous leur dites concrètement? Vous me permettrez donc, vous me donnez une belle occasion de saluer et de féliciter encore les enseignants. On ne le dira jamais assez. Quand il a fallu donc se déplacer
ils ont pris le courage en main, ils sont partis dans des conditions extrêmement difficiles. Ils sont allés partout au Sénégal, voitures, cars, calèches, à pied, traverser de l'eau, etc., aller pour transmettre le savoir. Et ils l'ont fait dans d'excellentes conditions. Et c'est eux qui sont en contact avec les élèves. Ils ont en tout cas agi avec professionnalisme et avec patriotisme. Ces mêmes enseignants qui seront également face aux élèves vont toujours, comme ils ont eu à l'habitude de gérer ces classes, et c'est eux qui sont prêts et envie d'y aller. Je rappelle que le 5, quand il a fallu en tout cas accueillir les enseignants, le 5, dès le premier jour, le nombre, donc, le taux de présence, c'est de 71 à 92% des enseignants qui sont aujourd'hui au niveau des localités. Donc ils sont prêts, ils ont envie d'y aller, ils avaient l'habitude de faire face, la Covid avant, toute la communauté éducative autour de l'enseignant, et ils vont donc trouver des solutions pour qu'on puisse faire transmettre. Vous leur demandez donc de s'adapter? Ils sont en train de s'adapter, ils se sont adaptés à plusieurs reprises, parce que les localités ne sont pas les mêmes, et ils vont continuer à le faire. Ils l'ont prouvé, ils l'ont montré au niveau du Sénégal, ils vont continuer à le faire. Je n'en doute pas une seule seconde. Et le port du masque pour les enseignants? Le port du masque est obligatoire. Enseigner, dans ce protocole, parler en mettant le masque, est-ce que ça ne peut pas être un peu pesant? Tout à l'heure, je vous disais que le protocole est dynamique en fonction des réalités. Alors, dans ce protocole, le nouveau qui est programmé, les élèves ont des masques, les enseignants ont des masques, mais il est permis à l'enseignant, en fonction de certaines explications et de la catégorie de la cible de l'élève avec qui il a en face, il est permis, s'il a cette distanciation, que lui étant au tableau, étant loin des élèves, d'enlever pour pouvoir expliquer, il y a le gestuel et le visuel. Ça, c'est également autorisé. En éducation physique? La preuve en est que nous, on est là, et on n'a pas mis nos masques, parce que tout simplement, nous avons respecté donc cette distance, et l'enseignant lui-même. Parce qu'enseigner, c'est aussi le geste, c'est aussi la manière. Et eux, ils savent à quel moment faut-il rester avec le masque et à quel moment faut-il l'enlever. Pour l'éducation physique et sportive, oui, là, est-ce que le masque sera obligatoire? Vous vous rappelez bien quand il a fallu reprendre dans la première partie ce qui était décidé au niveau du protocole, c'est qu'il n'y aurait pas la reprise au niveau de l'éducation physique sportive. Mais des aménagements avaient été faits pour ne retenir en ce moment que des épreuves ou bien des matières pour lesquelles c'est des épreuves individuelles, saut, courses, etc. Nous avons pu le faire au moment où la pandémie était extrêmement difficile. Et là également, les cours d'éducation physique se feront avec toujours donc, ces enseignants soucieux donc, de ce respect et ils vont le respecter. Donc le port du masque, concrètement? Le port du masque se fait dans certaines matières, pendant les cours d'éducation physique. Mais quand il s'agit d'une épreuve physique? Dans d'autres, non. Quand ils faisaient leur examen, quand il fallait faire du saut en hauteur ou en course, ils les enlevaient. Et là également, c'est à l'appréciation du professeur. Et même le tapis, d'ailleurs, nous l'avions éliminé. Parce qu'en ce moment, on ne pouvait pas faire de la gymnastique sur le tapis et laisser encore un autre élève passer derrière. Ça nous avait permis donc d'identifier quel type de matière faire au niveau de l'éducation physique sportive. Et là également, dans le protocole, ils sont en train de le faire. Nous avons eu une semaine. Donc pour cette année-là, est-ce que toutes les matières dans le domaine de l'éducation sportive seront de vigueur ou bien est-ce qu'il y aura une sélection? La priorité, c'est d'abord les épreuves où on peut agir individuellement. Et maintenant, en fonction de l'évolution de la maladie et le nombre d'élèves que l'enseignant aura, il va voir avec son équipe comment s'adapter. Mais de toutes les façons, l'école ne sera pas, ne l'a jamais été source de propagation de cette maladie. C'est quand même des enseignants consciencieux, des éducateurs. Et nos élèves également ont beaucoup participé à enseigner, à informer au niveau de leur famille. Quand la pandémie a explosé, ce que nous avons fait, nous, la première activité, c'est une leçon de vie. C'était ici à Ouakam. C'était ici à Ouakam. Et de cette leçon de vie a été donc reprise partout. Et je crois que c'est ça, c'est une chance pour nous. L'école, les élèves et les enseignants nous permettront également d'aller dans la sensibilisation. Pédagogiquement, pour les classes intermédiaires, il est prévu 2 mois de révision avant le démarrage des cours pour la nouvelle année. Or, la rentrée est prévue en novembre. Cela veut-il dire que pratiquement qu'ils vont démarrer en janvier? Donc, comment vous allez faire pour que cette année-là soit une année normale qui ne soit pas affectée par ce retard-là à rattraper? Alors, de toutes les façons, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces élèves qu'on dit, qu'ils soient de classe intermédiaire ou en classe d'examen, ne sont jamais éloignés de l'école. La continuité pédagogique a démarré dès le 14 mars. Dès qu'on a arrêté les cours, on a enclenché, on a mis en place des dispositifs, apprendre à la maison, individuellement des professeurs l'ont fait, nos ressources numériques. Donc c'est tout un arsenal, en tout cas, d'accompagnement qui a été fait.
Et donc, ça a permis aux élèves qui sont en classe d'examen d'avoir le temps de se préparer avant même la reprise. Mais il y a eu des chapitres aussi qui ont été élagués du programme. En fait, ce n'est pas ce qu'on appelle élagué. Est-ce que ça n'est pas un manque à gagner pour ces élèves? Non, ça fait plus de 10 ans qu'au niveau du Sénégal, qu'on est en train de voir, on pose la question, comment revoir les curricula, comment diminuer le nombre de matières, comment diminuer le volume, le quantum horaire, revoir les matières, revoir le programme, l'alléger. Et donc, on a fait que pendant cette période, alléger un peu le programme. Mais ceci, ça a été fait avec la validation de l'IGF, donc ce qui est l'Inspection générale de l'éducation et de la formation, où effectivement certaines matières ont été allégées. Parce que ce n'est pas tout ce que vous apprenez qui est sujet à une évaluation, qui vous permet de poursuivre vos études. Quand vous allez dans certains pays également, vous voyez que les élèves ne sont pas, il n'y a pas ce surcharge. On vise en tout cas ce qui est essentiel pour que l'élève puisse continuer donc, ses études. Mais est-ce que ça ne va pas impacter le niveau des élèves? Donc, pour ces classes intermédiaires, je précise qu'en dehors de ce qu'on appelle apprendre à la maison, on a prévu tout le mois, du 12 novembre jusqu'au 12 décembre, ce n'est pas janvier, hein, un mois où il faut remédier, où il faut accompagner, revoir le programme. D'ailleurs, qu'il y ait Covid ou non, quand un enseignant reprend sa classe au début de l'année, il fait ce qu'on appelle un état des lieux. Il y a toujours une partie de révision. De révision d'abord, ne serait-ce qu'une semaine ou deux. Cette année, ils auront encore un mois de révision en dehors de ce qui a été fait à la maison. Mais seulement donc le contexte actuel impose non seulement une phase de révision, mais une phase aussi de rattrapage. Oui, mais c'est des professionnels qui sont habitués à ces activités. Un enseignant de l'année 2020 a quand même acquis beaucoup d'expérience en termes d'enseignement à distance et d'outils pédagogiques. Donc vous voyez que quand on est face à une classe, la réalité que vous avez à Sinthiou Mohamed, donc chez moi, là où vous avez cité tout à l'heure, et à Dakar, c'est totalement différent. La réalité que vous avez dans les écoles privées, elle est totalement différente de notre qui est là-bas. La réalité que vous avez dans un atelier d'électrotechnique, de génie mécanique ou autre, c'est différent. Donc chaque entité prépare ses élèves pour qu'ils aient les prérequis nécessaires qui leur permettent d'entamer dans de bonnes conditions l'année qui arrive. Est-ce que le calendrier des fêtes sera revu? Alors aujourd'hui, comme vous le savez, chaque année, nous avons un décret qui organise l'année scolaire. Ce décret, donc, on est en train de le préparer. Ça fait plus de 3 semaines qu'on a plusieurs ateliers, des ateliers à Thiès, à Hambourg, grande concertation pour évaluer l'année dernière et voir comment on va entamer cette année. Et donc, le décret qui organise l'année n'est pas encore signé, parce que c'est ce décret qui fait le découpage de l'année, qui détermine l'ensemble de ces éléments. Faut-il réduire les vacances? Faut-il aller vers les examens au mois de juin ou juillet ou août? Donc, vous voyez, quand on aura terminé cette programmation, ce décret, dès qu'il va être signé, certainement, il y aura des modifications importantes dans le calendrier, dans le quantum horaire et également au niveau de certaines matières. On est à quelques jours de la rentrée scolaire. Les orientations ne sont pas encore terminées, de même que le mouvement national des enseignants. Pourquoi ces retards récurrents chaque année? Il n'y a pas eu de retard, moi. Je crois que ça, c'est peut-être, ça a été préparé bien avant. Mais le mouvement national, c'est derrière nous. Ça a été fait, plus de 5000 enseignants sont déjà affectés. Donc, je ne vois pas, au niveau de l'orientation également, tout est terminé. Non, il n'y a pas de retard. Il y a une semaine, effectivement, tout n'était pas calé. Mais aujourd'hui, je vous dis que les enseignants sont affectés, ils sont déjà en place. Ce qui nous reste, nous avons 3000 enseignants qui arrivent. Il y en a à peu près 1975 qui terminent, qui sont des instituteurs. Ils viennent de terminer, les corrections sont faites, ils vont être affectés la semaine prochaine. Ceux-là, oui, ils vont compléter donc. Ils vont aller regagner 1975. Il y a encore 1025 professeurs. Il y en a qui sont sortis de la phase, qui vont sortir de la FASTEF. Ceux-là, effectivement, on attend. Pourquoi? Parce qu'ils ont une partie pédagogique où ils doivent être devant l'élève pour qu'on les évalue. On attend que les cours démarrent la première semaine pour qu'on puisse les évaluer devant les élèves. Les élèves maîtres? Au niveau de l'INSEE, les élèves maîtres, c'est ceux-là, les instituteurs. Les formations sont terminées, les évaluations sont terminées. On a positionné des élèves en fonction des localités pour remplacer les départs. Et certainement, cette semaine, ils vont tous être affectés pour compléter. Et je rappelle que c'est la première fois. En général, on démarre au mois d'octobre et on avait nos élèves maîtres qu'au mois de novembre. Mais cette fois-ci, ils vont être affectés là tout de suite pour démarrer leur enseignement-apprentissage. Reparlons des examens de l'année dernière, surtout
le baccalauréat et le BFM, il y a eu beaucoup de bruit autour du taux de réussite, 48% au baccalauréat, si je ne me trompe pas, oui. 74% au BFM. Exactement. La question, est-ce qu'il y a eu une entreprise visant à faciliter le passage des élèves aux examens? Non, pas du tout. Celui qui dit ça, soit il n'est pas enseignant, soit il est loin de l'école, soit il n'est pas parent d'élève qui regardait son enfant préparer les examens. Ces examens, celui qui dit qu'ils ont été, entre guillemets, j'ai entendu parler, truqués, facilités, non, pas du tout. Celui qui le dit, c'est qu'il n'a pas compris c'est quoi l'école, c'est quoi l'évaluation. Je vais vous faire une démonstration. Nous avons démarré l'année dernière, le 3 octobre. Jusqu'au 14 mars, les cours se sont pratiquement déroulés correctement. Il y a eu 2 jours de débrayage ici, une matinée là. Donc, globalement, de octobre jusqu'au mois de mars, ça s'est très bien passé. Et dès qu'il y a eu l'arrêt des cours, nous avons tout de suite installé ce qu'on appelle le dispositif apprendre à la maison. On a même notre canal éducation, on a nos radios. Il y a beaucoup qui en ont fait, des télés privées, des radios communautaires. Des professeurs se sont réveillés spontanément, ils ont recréé leur classe virtuelle pour continuer. Donc ces élèves qui étaient en classe d'examen ne sont jamais éloignés de l'école. La continuité pédagogique existait. Et quand il a fallu reprendre, notre stratégie a été de dire qu'on ne reprend pas tout le monde. Nous reprenons que les classes d'examen. Et ça a été payant. Pourquoi? Parce que vous prenez le CM2, une école élémentaire où il y avait 6 enseignants, où il y a un seul CM2. Tous les 6 enseignants sont présents et on divise les élèves par 20 par classe. Donc accompagnement très rapproché, nombre d'élèves réduit, focus sur l'examen. Voilà ce qui s'est passé. La même chose au niveau du collège, il n'y a qu'une classe 3e. Au niveau des lycées, une seule classe de terminale. Donc toutes les conditions étaient réunies pour qu'on ait de très bons résultats. Alors, donc, ces enseignants qui avaient envie, présents, ces élèves qui avaient envie également, les parents d'élèves, toute la communauté éducative a encadré, c'est ce qui fait que nous avons eu ces très bons résultats. En termes de difficultés, les sujets ont à peu près les mêmes niveaux de difficulté. Donc ceux qui choisissent les sujets ne sont pas du tout, ils ne sont pas dans ces calculs. Nous n'avons pas fait comme d'autres pays qui ont décidé comme ça de donner soit le baccalauréat ou le brevet en faisant des contrôles continus. Non, nous avons continué et surtout pour que tout le monde puisse comprendre. Quand on arrêtait, au niveau du secondaire, il ne restait qu'un semestre. Le premier semestre, c'est de octobre jusqu'au mois de mars. Après, ils avaient les vacances de Pâques. Donc, ils devaient revenir en fin avril. Mais avril, quand ils reviennent en avril, ils ont avril, mai, juin. Ils n'ont que 2 mois. Donc, le dernier semestre qu'on dit au niveau du secondaire n'est semestre que de nom. Il ne dure que 2 mois maximum. Et c'est la même chose au niveau de l'enseignement élémentaire. Nous avions déjà fait 2 trimestres, il en restait un seul. Et le dernier trimestre également n'est trimestre que de nom. Il dure à peu près 1 mois, 15 jours. Donc, le temps qui nous restait, nous l'avons calculé. Et nous avons dit donc, voilà, on va reprendre le 25 juin pour aller jusqu'au mois de septembre pour passer les examens. Ça veut dire que de mars jusqu'au mois de septembre, les élèves étaient en train de préparer leurs examens. Donc les résultats que nous avons ne peuvent être que bons. Mais comment expliquer que malgré les effets négatifs de la pandémie de Covid-19, un arrêt brutal qui a dû sans doute avoir aussi une conséquence sur la préparation psychologique des élèves et éventuellement des candidats, malgré tout cela, l'enseignement à distance aussi, nous savons que dans certaines localités du pays, il est beaucoup plus compliqué que dans d'autres. Oui. Tous ces aspects réunis-là, malgré tout cela, qu'on ait eu ces résultats records, parce que depuis 2010, on a dépassé 42%. Mais ça veut dire tout simplement que l'homme est dans une perpétuelle adaptation. Face à une situation, l'homme s'adapte. Et heureusement, avec la Covid-19, nous avons accéléré le dispositif qu'on appelle le numérique. Nous savions que de toutes les façons, demain, l'école se fera et en présentiel et en numérique. C'est ça qui se fait dans le monde. Nous avions les outils. Nous avions tout ce qu'il fait en termes de ressources, donc de beaucoup d'éléments au niveau numérique. Nous l'avons mis, nous avons seulement utilisé. Donc c'est une adaptation qui fait que les conditions ont été assouplies, l'encadrement a été renforcé et aussi, il faut le dire, la radio et la télé ont joué un très grand rôle. Moi, personnellement, il m'arrivait de suivre les cours de Terminal S, de sonde, en sciences physiques et tout, et c'est vraiment un outil extrêmement important. Donc vraiment, cette Covid nous a montré qu'il est possible de revoir
au niveau de nos programmes, qu'est-ce qu'il faut faire. Il est possible de revoir également au niveau de l'encadrement rapproché comment faire. Et il est possible également de voir comment allier le numérique et les cours en présentiel. Donc c'est tout ça, c'est des enseignements positifs qu'il faut tirer de cette pandémie pour que dès cette année, nous allons maintenir ces deux. Qu'il y ait Covid ou non, nous allons maintenant avoir le numérique et la présentielle. De toutes les façons, ça avait commencé au niveau de l'université, avec les universités virtuelles du Sénégal. Je sais que vous n'êtes pas le ministre de l'Enseignement supérieur, mais est-ce que tous ces élèves-là qui ont réussi au baccalauréat pourront être orientés? Nous sommes dans le même gouvernement. L'année dernière, déjà, nous avions orienté tout le monde. Et cette année également, le ministre Cheikh Oumar Anne et le gouvernement en entier, donc nous avons pris la décision d'orienter tout le monde. Et pour vous dire aussi... Est-ce que ce sera possible? C'est possible. Avec un nombre record de... Non, c'est possible. Et de toutes les façons, quand vous regardez la population du Sénégal, le nombre, quand on regarde également ce qui se passe dans le monde, le nombre de bacheliers, on devra encore aller au-delà. Il faut que le nombre de bacheliers augmente. Et ça, nous sommes dans cette dynamique. Le ministre de l'Enseignement supérieur est en train d'élargir donc les UVS, les unités virtuelles du Sénégal. L'ensemble des ENO, les espaces numériques ouverts encore, s'installent. Les universités sont en train d'être construites. Donc non, on va aller, ils seront tous orientés. Auparavant, il y avait des étudiants orientés dans le privé, mais l'État semble être dans une posture de changement de politique. Est-ce que cela ne risque pas de compliquer davantage l'orientation? Non. À un certain moment, l'État avait jugé nécessaire de les orienter dans le privé, mais aussi l'État reprend, en tout cas au niveau du public, comment orienter ses élèves. Nous avons plusieurs universités. Nous avons des espaces numériques ouverts, nous avons l'Université virtuelle du Sénégal. Il est possible que nous prenons donc ces bacheliers. Les autres ici qui avaient l'habitude d'aller dans le privé, ils vont continuer à aller parce que c'est des options. C'est des options même à la limite familiale. Très tôt qui se disent je préfère le privé et puis d'autres le public. Non. Nous sommes dans une dynamique donc d'orienter tout le monde et l'université va absorber donc tous ceux qui ont eu le bac et de toutes les façons, le numérique va jouer un très grand rôle. Les universités virtuelles du Sénégal, les espaces numériques ouverts installés à travers le Sénégal et surtout diversifier l'offre. Des orientations vers l'entrepreneuriat, vers l'agroalimentaire, vers vraiment des métiers, donc arrimer les formations dans le supérieur et dans le professionnel vers donc l'économie, donc vers le secteur privé. Il y a aussi un autre problème lié aux écoles privées. Ces écoles privées qui sont en contentieux avec les parents d'élèves, avec les enseignants aussi. Quelle est la position du ministère de l'Éducation par rapport à ce problème-là qui n'est pas encore vidé? Alors, il faut d'abord saluer le travail extrêmement important qui est en train d'être fait au niveau des écoles privées. Ils ont fait notre fierté, donc beaucoup d'écoles ici de renom, des bacheliers avec des mentions, vraiment un enseignement de qualité et un encadrement. Ça, nous le saluons. C'est ce qui fait que d'ailleurs, quand la pandémie a eu lieu, le président de la République a décidé d'accompagner donc ces écoles privées parce qu'également ils ont perdu, ils ont des enseignants qu'ils doivent payer, l'eau, l'électricité et l'État a accompagné pratiquement 3 milliards en dehors des 1,290 milliard qui était une subvention annuelle. Donc c'est pratiquement 4,2 milliards qui ont été injectés. Alors il s'est trouvé qu'effectivement, en ce moment là où on parle, ça fait maintenant plus de 2 mois qu'on travaille sur cette question. Nous avons en tout cas réussi à trouver des solutions dans beaucoup d'établissements. Il en reste encore, il en subsiste. Quel genre de solutions? Au niveau national. Parce qu'en réalité, il faut comprendre le problème. Quand il y a des écoles, dès qu'on a arrêté, au mois de mars, ils ont arrêté. Et ils n'ont repris que le 25 pour les élèves en classe d'examen. Ils sont en droit de demander pour ces classes d'examen, donc le paiement, et ils l'ont fait. Mais le reste, ils n'ont pas demandé. Ces écoles ont dit on n'a pas fait cours, on ne demande pas. Et ils ont essayé de voir avec les enseignants qu'ils ont, parce qu'il y a un contrat de travail qui les lie quand même avec les enseignants, comment trouver des solutions. Voilà la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est d'autres qui disent que non, nous, quand il a fallu arrêter, nous avons fait de l'enseignement à distance. Donc il y a un service fait. Et ce service fait, ça a un prix. Par rapport à ce que nous avons obtenu et par rapport à ce que nous avons fait, ils ont travaillé au niveau de leur structure avec l'association des parents d'élèves et ils ont trouvé des solutions. Et maintenant, il y a la dernière catégorie où il y a beaucoup plus de problèmes, où les parents disent que nos enfants n'ont pas été à l'école, on ne comprend pas pourquoi on doit payer. Les écoles disent que non, on doit payer parce que vous avez signé un contrat d'1 an. Donc il faut revoir ce contrat. Il faut revoir au niveau du ministère du Travail pour regarder au niveau de ces enseignants qu'est-ce qui a été fait. Voir également au niveau de l'association des parents d'élèves. Essayer de régler le problème au cas par cas. Mais toujours est-il que l'élève et l'éducation nationale,
a le droit, pour chaque élève, il doit avoir son bulletin, il doit avoir son certificat de scolarité, c'est son droit. Et deuxièmement, ce que nous demandons à l'ensemble des écoles privées et aux parents d'élèves, c'est que cette ouverture du 12 se tienne et que s'il subsiste des cas de contentieux, nous allons également, dans chaque localité, dans chaque académie, les régler. À l'instant où on parle au niveau national, dans les 16 académies, les retours que nous avons, ce qui reste à résorber, c'est moins de 50 établissements dans lesquels il y a encore des problèmes. Moins de 50 établissements privés. Privés. Mais on va là où les problèmes subsistent encore. C'est ce qui est remonté de l'ensemble des inspecteurs d'académie. Peut-être il y en a plus, il y en a moins, je ne sais pas encore. Mais toujours est-il qu'il y a une très grande partie où un terrain d'entente a été trouvé entre les parents et les enseignants. Parce qu'il y a des enseignants également qui disent qu'on n'a pas encore été payé et les écoles sont en train de trouver une solution. Cette subvention était faite pour alléger. C'est une subvention de 3 milliards. Ça a allégé. Les établissements font face à des difficultés, les parents également font face à des difficultés, et donc on ne peut régler le problème qu'en négociant, en discutant avec tout le monde. Parce que ça fait intervenir le ministère des Finances, le ministère du Travail, le ministère de l'Éducation nationale du point de vue pédagogique, donc ce n'est pas un problème qu'il faut régler du tic au tac, mais ce qui est important, c'est de dire que le 12, que les enseignements reprennent. Que ces élèves, qu'il y ait contentieux ou non, que ces écoles acceptent ces élèves, que les enseignements démarrent et les problèmes contentieux qui subsistent, nous allons les régler avec eux et ils le feront au niveau de l'association des parents d'élèves et les établissements. C'est comme ça qu'on va y aller. Est-ce qu'on peut s'attendre par exemple à une subvention supplémentaire de la part de l'État du Sénégal? Depuis pratiquement 5 ans, on s'est arrêté à 1,290 milliard comme subvention. Dans le budget qu'on est en train de voter au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui est prévu, c'est d'augmenter également ce budget pratiquement de 40%. Donc on passerait de 1,290 milliard à pratiquement 2 milliards qu'on va encore remettre au niveau des écoles privées. Mais ça n'a pas de prix, il faut faire plus. Parce que c'est quand même des enfants sénégalais qui sont là-bas. Et donc l'État accompagne les écoles privées comme on le fait dans le supérieur, dans la formation professionnelle et au niveau également de l'éducation nationale. Nous avons l'obligation de contrôler l'effectivité, en tout cas de les éléments que nous avons, qui viennent de ces établissements. Le nombre d'enseignants, les contrats qui existent, le déroulement des cours, le niveau pédagogique, qu'est-ce qu'il y a au niveau de ces écoles. Ça, c'est la partie pédagogique qui nous revient, parce que c'est nous qui autorisons l'ouverture de ces classes. D'accord. Donc, on va poursuivre un peu. Je rappelle que nous recevons aujourd'hui le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla. Nous allons rester dans le privé avec le problème qui avait secoué le début de l'année scolaire 2019-2020 au niveau de l'Institut Jeanne d'Arc avec le port du voile. Est-ce qu'une solution définitive est trouvée pour éviter les remous de l'année dernière? Mais de toutes les façons, saluer en tout cas ce qui s'est passé, dire que la communauté s'est mobilisée, le Sénégal s'est mobilisé en son temps et nous avons pu trouver une solution. Mais c'est cette solution qui existe jusqu'à présent. Aujourd'hui, je peux vous dire que ces écoles ont démarré. On ne démarrait pas aujourd'hui. Ils ne démarrent pas seulement le 12. La partie qui était pratiquement concernée a démarré. Et donc, il n'y a pas de problème. Je considère que ce problème est derrière nous. Qu'aujourd'hui, au niveau national, nous n'avons pas noté de problème lié à cette question de voile. Donc je considère que les acteurs, les parents d'élèves et tout le monde ont compris depuis l'année dernière dans quelle direction on doit y aller. Ces élèves ont déjà repris les cours. Ils sont dans le privé, ils sont dans le programme français en général. Ils ont repris donc depuis le 2 et ça se passe très bien. Et ces élèves portent toujours le voile? Les élèves qui portaient le voile. Voilà. Ouais. Parce que je rappelle que quand même qu'au niveau de cette école Saint-Jean d'Arc, sur 1750 élèves, le problème se posait pour 22 élèves. 22 sur 1750. Et la question avait été réglée. Et je crois qu'elle est réglée. C'est derrière nous. Je ne sais même pas pourquoi vous revenez sur cette question. Elle est réglée, elle est derrière nous. Il faut qu'on oublie cette page. C'est terminé. Les acteurs ont trouvé une solution acceptable par tous les acteurs. Et c'était bien, c'est un bien pour tout le Sénégal. Et nous allons parler aussi de cette année scolaire-là. Nous la voulons, cette année scolaire stable. Or, il y a d'ores et déjà des syndicats qui commencent à se faire signaler, à se faire remarquer, qui disent qu'ils ne sont pas satisfaits de l'état d'exécution du protocole les liant au ministère de l'Éducation nationale ou bien d'une manière générale à l'État du Sénégal. Que fait le ministère de l'Éducation nationale pour éviter d'éventuelles perturbations de l'année scolaire prochaine? Alors, il faut saluer la position responsable de ces syndicats majoritaires.
quand au mois de mars, il a fallu donc arrêter tout, quand la pandémie s'est installée, ils étaient en ce moment dans des débrayages et dans des mouvements, mais ils ont arrêté spontanément. Et ils ont accompagné le dispositif. Tous les 15 jours, nous avions une réunion de monitoring, nous, au niveau de l'éducation nationale. Ils ont accompagné tout le dispositif, reprise, examen, tout. Et depuis pratiquement 3 semaines, ils sont associés dans les ateliers d'évaluation, dans les comités de dialogue social et dans également ce qu'on appelle notre séminaire de rentrée. Donc ils sont dans cette dynamique. Maintenant, ce qu'ils disent, ce qu'ils demandent, et à juste raison, c'est que le monitoring doit reprendre. Et le gouvernement est dans cette dynamique. Le monitoring, c'était une grande rencontre où il y a un ministre qui gérait ça, c'est le ministre qui n'est pas du secteur en fait, le ministre Cheikh Kanté, et plusieurs ministères sectoriels étaient concernés, le ministère du Travail, le ministère de la fonction publique, le ministère des Finances, le ministère des Sports, le ministère de l'Habitat. Donc vous voyez, c'est plusieurs ministères qui, en tout cas, sont concernés par rapport à cet accord. Donc ils demandent seulement qu'on puisse reprendre donc ce monitoring. Et ce monitoring qui était arrêté pendant la pandémie va reprendre. Le gouvernement est dans cette dynamique. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Et ils savent qu'en tant que responsables syndicaux, responsables également en tant qu'enseignants, que vu ce qui s'est passé l'année dernière, ils mettront tout en œuvre pour que cette année, qu'on ne soit pas perturbé. Il ne faut pas que sortant de cette année, que de l'année dernière, cette année scolaire également, qu'on soit perturbé. Donc c'est à nous, donc, gouvernement et syndicats, dans les dispositions de respecter ces engagements pour stabiliser l'année scolaire. Vous voyez, quand on dit respect des engagements, celui qui écoute peut croire que rien n'a été fait. Il y a un seul élément où, par exemple, je crois que tous les Sénégalais le savent, où il fallait augmenter l'indemnité de logement, qui devait passer de 60 000 à 100 000. Ça, c'est effectif, c'est derrière nous. D'autres également qui sont dans cette plateforme où il y a plusieurs points. Il y en a qui se règlent tout de suite, il y en a qui se règlent dans le temps, qui commencent à se régler, par exemple, les lenteurs administratives. Il y a eu des évolutions, des bureaux uniques, des guichets uniques ont été installés, des cas se règlent. Au niveau donc de l'habitat, il y a des choses qu'il faut faire. Au niveau des surimpositions, le ministère des Finances a fait des avancements. Donc, quand on dit seulement le respect, celui qui écoute de derrière, il croit que rien n'a été fait. Les syndicats ne le disent pas. Ils veulent seulement qu'on reprenne le monitoring pour qu'on puisse étudier sur chaque point où est-ce qu'on en est. Et ça, le gouvernement est dans cette dynamique. Je crois que ça ne sera pas source de perturbation. Ils sont consciencieux. Et un enseignant n'est heureux que si l'école fonctionne. Un syndicat liste n'existe que si les enseignants existent, que si l'école existe, si l'école fonctionne. Donc nous, toute cette communauté éducative, syndicats, parents d'élèves, société civile, au niveau académique, au niveau déconcentré, tous se sont mobilisés pour que, vu ce qui s'est passé l'année dernière, que cette année qu'on puisse avoir une année apaisée. Et les abris provisoires, quand comptez-vous avoir une solution définitive, les régler, les éradiquer? Mais le Sénégal est en train de trouver une solution. D'abord, il y avait 4 lots. 4 lots. Le lot 1 a déjà commencé et il est à 82% de réalisation. Sur 1800 écoles, ils ont déjà fait les 82%. Et quand on parle d'abris provisoires, il n'y a pas que des salles. C'est d'abord des salles de classe. Donc les abris qu'on connaît, qu'on va remplacer, mais il faut ajouter des murs de nos écoles. Les murs d'école, les blocs d'hygiène, les blocs administratifs. C'est tout ça qu'on appelle les abris provisoires. Et donc le lot 1, on est à 82%. Le lot 3 démarre donc là à la fin de ce mois de novembre pour encore plus de 1500 salles de classe, plus de 50 000 mètres linéaires de clôture, sans compter 600 et quelques donc des blocs d'hygiène et des blocs administratifs. Donc le lot 3 démarre. Il concerne l'enseignement moyen. Nous voulons qu'au niveau de l'enseignement moyen, qu'on réserve totalement ces abris provisoires. Nous sommes à combien d'abris provisoires présentement? C'était 6 000 quand on commençait le projet. Il y a plus de 1000 et quelques qui sont réservés. Et là, il y aura 1500 qui vont encore être réservés. On va continuer comme ça. Mais il y a un responsable qui me disait, qui est un maire, qui disait que non, nous, on ne comprend pas pourquoi vous voulez vous nous dire qu'il faut résorber les abris provisoires. Chaque année, on a des nouveaux qui arrivent. Nous n'avons pas les mêmes réalités partout. Mais on va continuer, nous, à ouvrir des classes. Nous, au niveau du ministère, on a dit non, la condition pour l'ouverture d'une classe, il faut qu'il y ait la possibilité d'abord que les bâtiments soient construits. Donc vous voyez, c'est un perpétuel recommencement. Donc on résorbe, et dans notre BCI, et dans le projet
qui permet de résorber les abris, mais également d'autres abris sortent. Et c'est ça qu'on a stoppé, pour dire que vous n'aurez pas l'autorisation de refaire des abris. Attendez d'abord qu'on résorbe ce déficit qui est là. L'État du Sénégal a octroyé 4,2 milliards de francs CFA durant toute l'année aux écoles classiques. Oui. Qu'est-ce que l'État du Sénégal a fait pour les Dara? Mais beaucoup. Vous avez entendu parler le projet de Dara moderne. Au nombre de 64. 64 Dara modernes. 32 donc publics et 32 non publics. Je ne dis pas privés, mais non publics. Les Dara traditionnels en fait. Nous tous, on est sortis de ces Dara. Alors, ce que l'État a fait avec le projet PACEP, donc c'est un projet qui est chez nous, logé, donc financé par l'État et la Banque mondiale. Nous avons, pendant la pandémie, accompagné 1043 Dara. 1043 Dara, et ça concernait 117 848 talibés. Donc nous les avons accompagnés en riz, en huile, en sucre, en lait, en poudre, et également au niveau de l'hygiène. Donc ça, c'est extrêmement important, d'une valeur pratiquement de 620 millions. Mais on ne s'est pas arrêté là. C'est 1043 Dara. En dehors de ça, dans le BCI également, nous avons des Dara traditionnels. Nous tous, nous avons fait ces Dara. Ils ont des talibés chez eux. L'État a voulu donc faire des Dara modernes. Mais à côté de ces Dara modernes, il y a des Dara traditionnels. Et nous avons également pris notre budget pratiquement 600 millions et que nous avons encore éjecté en termes de produits pour accompagner ces talibés. Et ces 64 Dara qu'on dit Dara modernes, on peut dire qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis qu'on en parle, nous avons pratiquement les 32 qui sont terminés, c'est ceux-là les publics. Les 18 sont terminés et équipés. Et pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, avec cette ouverture, ces Dara, une quinzaine de Dara vont démarrer, vont ouvrir. Et les autres, durant l'année scolaire, vont démarrer. Et au lieu de s'arrêter à 531 Dara modernes, nous sommes aujourd'hui à 1000 Dara modernes. Parce que l'éducation nationale est un tout. Ceux qui sont dans l'école publique, traditionnelle, connue, où on apprend le français, et également ces Dara, parce que quand même l'éducation concerne tout le monde. C'est d'ailleurs notre 4e priorité. Nous avons 5 priorités. L'accès donc à tous, qu'ils soient dans les Dara, qu'ils soient avec handicap, qu'ils soient donc à éducation spécifique et les autres. Donc c'est ça l'éducation nationale. À entendre les acteurs qui s'activent dans le domaine des Dara, c'est comme s'ils ne se sentaient pas concernés par ce que fait l'État pour eux. Donc même la modernisation des Dara, ils sont un peu réfractaires à ce terme. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir donc l'approche de l'État du Sénégal à travers le ministère de l'Éducation nationale? Vous avez tellement raison. Vous savez, quand on est sur un système, le modifier, ça crée toujours des problèmes d'incompréhension. Au début, quand ce système a été installé, la modernisation des Dara, il y a plusieurs programmes Dara qui ont dit non, laissez-nous dans nos Dara. Une loi avait été programmée, cette loi a été validée au niveau donc, du Conseil des ministres, mais elle n'a pas encore voté au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que quand même, on doit régler certains préalables. Il y a des grandes familles qui doivent comprendre, il y a des Brom Dara qui doivent comprendre. Ils croyaient que peut-être que l'école est venue rentrer dans leur Dara, imposer certains comportements. Et là, aujourd'hui, c'est un engouement. Là, nous étions à 532 Dara, on était obligé d'aller jusqu'à 1000 Dara, et plusieurs milliers de Dara attendent. Parce que dans les Dara qu'on appelle non publics, c'est des Dara où on vient voir un Brom Dara là où il est chez lui, on construit pour lui, on équipe pour lui, et on finance pratiquement 60 000, on paye les salariés qui travaillent au niveau de ces Dara, mais nous avons quand même la possibilité de contrôler, de voir ce qu'on est en train de faire. Donc au début, c'est vrai, ce n'est pas du tout facile, il y a eu beaucoup d'hésitation, mais aujourd'hui, je vous assure que c'est nous qui ne pouvons pas faire face à la demande extrêmement importante venant de ces Dara. Mais nous allons continuer. Nous allons retourner au chapitre relatif à l'ouverture prochaine des classes. Oui. Pour conclure, bien sûr, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour une bonne ouverture des classes de l'année scolaire 2020-2021? Alors, le ministre de l'Éducation nationale que je suis est très heureux. Très heureux de voir que nous avons traversé une situation très difficile. Le Sénégal est sorti, en tout cas de cette année scolaire passée, la tête haute. Les enseignements ont repris, les examens se sont déroulés, les résultats sont bons, les parents sont contents, les élèves sont contents, les enseignants également sont très heureux. Cette dynamique qui nous a permis de le faire, elle est encore là. Elle est encore là, je ne le dirai jamais assez. Que la première des priorités, quand je suis arrivé dans ce ministère, c'est comment apaiser le climat social.
Parce que si ce climat n'est pas apaisé, aucune pédagogie, aucun investissement n'est rentable. Et ça, nous l'avons réussi jusque-là, étant donné que nous avons préparé ensemble, avec la société civile, cette rentrée, avec les syndicats, cette rentrée, avec les associations des parents d'élèves, cette rentrée. Et aujourd'hui, là, au moment où on parle, les enseignants sont en place, les inspecteurs d'académie d'éducation sont en train de revoir les emplois de se préparer, les parents et les élèves sont pressés de retourner à l'école. Donc, toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour dire qu'Inch'Allah, le 12, ils vont reprendre les enseignements. On a tiré des leçons de la pandémie. Voilà. Toujours, on reprend toujours par ça. Nous, depuis que la pandémie elle est là, nous commençons toujours par une leçon où on va parler de cette pandémie, où on va continuer à expliquer. Mais ce qui est constant, c'est qu'aujourd'hui, à l'état actuel, ce que nous savons par rapport à cette pandémie, masque et également savon ou gel. Voilà vraiment une mesure barrière incontournable. Il y a à peu près une semaine, le président de la République remaniait le gouvernement, remaniement à l'issue duquel vous êtes maintenu à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Qu'est-ce que cela symbolise pour vous? D'abord, remercier le président de la République, qui c'est lui seul qui nomme, qui regarde en fonction de son équipe, qui doit faire partie. Donc cette confiance qui a été renouvelée, le remercier et souhaiter encore une fois que je sois en mesure de satisfaire en tout cas sa demande, d'atteindre les objectifs qu'il s'était fixés. Donc, nous avions fourni des efforts, mais c'est en ce moment qu'il faut encore fournir d'autres. Aller beaucoup plus vite dans les efforts, faire plus, atteindre nos résultats. Donc, vraiment, ce sont les enseignements que je peux tirer en disant que je suis heureux de faire partie. Sur quand même 16 millions de Sénégalais, on responsabilise le quart de la population. C'est un poids immense. Le président de la République a eu confiance en nous. Moi et mon équipe, nous allons continuer, aller en tout cas très vite, redoubler d'efforts et à tous les niveaux pour pouvoir atteindre les objectifs qui nous sont fixés. Auriez-vous souhaité changer de ministère? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le président de la République qui décide. C'est lui qui organise son équipe. C'est lui qui a cette expérience, cette expertise et qui a aussi ses prérogatives. C'est lui qui nomme à ses postes. C'est lui qui regarde par rapport à cette équipe. Au moment M, au temps T, quel type d'équipe et quel profil il me faut pour que je puisse atteindre mes objectifs. Et je crois que le président qui a eu cette expertise au niveau gouvernemental et politique depuis des années sait comment choisir ces personnes et quelle équipe faut-il mettre en place. Et dire également que l'équipe également sortante a eu d'excellents résultats. Ça, vous le savez, que ça soit dans plusieurs domaines. Donc c'est lui à tout moment qui regarde comment réorganiser son équipe. Et nous souhaitons pour le Sénégal et pour le président de la République, pour la jeunesse sénégalaise, qu'on puisse atteindre les objectifs pour, en tout cas, ce gouvernement qui vient d'être installé. Quelle lecture vous faites de la configuration de la nouvelle équipe gouvernementale? Mais c'est une belle configuration. Au moment où le président de la République avait déjà gagné ses élections, où là, mais plus de 58%. Contrairement à d'autres pays, il n'appelle au dialogue que quand c'est compliqué. Lui, il appelle au dialogue où il a tout. Il est majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Il a gagné dès le premier tour, mais malgré ça, il a dit « Venez, j'ai besoin de vous, je vous écoute ». Et cette nécessité donc de s'ouvrir, c'est sa volonté. Il l'a ouvert à d'autres acteurs qui sont aussi des Sénégalais, qui ont accepté de venir, qui, en fait, à mon avis, je crois, qui vont mouiller le maillot pour qu'on atteigne, pour qu'on règle des questions au niveau de la jeunesse, pour qu'on aille plus vite dans ce PAP 2, donc ajuster et accélérer. Et je crois qu'il a une équipe qu'il faut. Ceux qui ont accepté de venir, cette ouverture pour dire que le Sénégal est un et indivisible, nous la saluons et je crois que c'est une très bonne chose. D'autres acteurs, vous avez lâché le mot à l'image du président Idrissa Seck. Est-ce que vous vous attendiez à sa nomination à la tête du Conseil constitutionnel? C'est pas à moi de s'attendre qu'il doit venir ou qu'il ne doit pas venir. Surpris. Mais toujours est-il qu'il a parlé, vous l'avez écouté. Il a pris sa décision. À un moment, il a dit que ce qu'il faut maintenant, c'est aller dans cette direction. Il y allait. Nous lui souhaitons plein succès. Qui réussit de toutes les façons. C'est la mouvance présidentielle, elle est dirigée par le président de la République, qui sait où il va, qui sait comment faire pour atteindre ses objectifs. Donc, que ce soit, comme vous le dites, le président Idriss Seck ou d'autres, bienvenue, et nous lui souhaitons plein succès. Parce qu'en d'autres termes, c'est le Sénégal qui va gagner. Il succède ainsi à Mme Aminata Touré, qui n'a pas lâché un mot de remerciement à l'endroit du président de la République. Est-ce que vous comprenez son attitude? Mais ce n'est pas à moi de comprendre. Elle a été responsabilisée